J'étais une petite fille qui aimait la lecture, beaucoup de livres qui parfois s'échappaient de tâches de la maison pour aller lire sur les collines derrière la maison de mes grands-parents, puisque c'est là où j'ai vécu. Et puis j'étais une personne aussi curieuse et puis j'aime beaucoup l'esprit de famille et cette grande famille qui m'a vu grandir. Alors je rêvais beaucoup, je rêvais que j'avais des pouvoirs, des super pouvoirs, que je volais, que j'étais deux personnes, une personne qui était sur Terre, une personne qui était voilà, au-dessus des airs, qui avait des capacités de se télétransporter. Et bon, disons que quand j'étais assez petite, hein, avant mes 10 ans, je rêvais... tout d'abord, j'ai rêvé d'être hôtesse de l'air, j'ai rêvé d'être écrivain, et j'ai rêvé aussi d'être femme d'affaires. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais sorti ça à mon oncle. Et donc, il se trouve qu'à part l'écriture, mais bon, qui est un peu enchantée parce que j'ai écrit pas mal de poèmes, c'est pas encore, c'est un point que j'ai pas fait. Et puis pour l'hôtesse de l'air, j'ai quand même voyagé pas mal sans être hôtesse de l'air, voilà. Alors, mon parcours, il est assez classique, hein. Disons que le premier déclic, ça a été l'arrivée du cyclone Hugo en Guadeloupe, qui a un peu déstructuré les projets de vie familiale. Hein. La maison est détruite, il n'y avait plus rien, pas d'école, donc je suis recueillie par une tante dans la région parisienne. Et puis à partir de là, ben, je fais des études au lycée là-bas, je vais à la fac. Mais avant d'aller à la fac, je me fais approcher par l'armée. Je réussis des concours... parce que la famille voulait bien que je sois infirmière, mais c'est pas forcément ce que je voulais. Et puis bah, après, je poursuis mes formations dans les sciences, et notamment une partie sciences humaines. Après, dans la vie, j'ai rencontré quelques bonnes personnes qui m'ont permis de donner goût à mon envie d'international, notamment le fait de participer à des organisations internationales comme l'Organisation internationale de la francophonie ou des organisations où j'ai eu à évaluer des programmes au niveau de l'ONU. Et puis voilà, ça a été quelque chose d'intéressant. Et l'entrepreneuriat, assez vite, enfin, je ne sais pas si c'est l'entrepreneuriat qui m'a courtisé ou c'était des concours de circonstances, mais ça a commencé avec le YES, Youth Employment Summit au Caire en Égypte. Et à partir de là, j'ai eu plusieurs occasions de travailler entre leadership, tech, jeunesse, et puis de participer à pas mal de mouvements à travers le monde, où j'ai rencontré des amis, des connexions, et tout en faisant ça, j'ai poursuivi une partie recherche universitaire, une partie de ma passion qui est devenue en fait, les sites web, etc. Et puis à partir de là, j'ai transformé ma passion en métier, avec quelques amis, quelques personnes que j'avais rencontrées. Et donc, IPO, ça a été créé en 2004. Et donc, c'était vraiment ça, les fruits de bonnes rencontres, pour apporter un modèle économique un peu particulier au niveau de la Caraïbe. C'est-à-dire, c'est une informatique libre, open source. C'est une approche où là, on veut développer en fait l'excellence de proximité, on veut développer des compétences et on veut apporter des valeurs dans un milieu qui était assez... on va dire, géré par des grosses boîtes, notamment Microsoft aux États-Unis, hein, puisque avant, la façon dont on voyait l'informatique, c'est que vous avez des petits exécutants, des petits pouces-boutons, et puis toute l'expertise, entre guillemets, l'argent qui peut être récupéré au niveau local et envoyé au niveau des États-Unis. Tandis qu'au niveau du modèle open source, c'était vraiment de développer une approche qui était plus basée sur l'expertise locale. Et ça m'a bien plu. Alors, le challenge le plus difficile, c'est d'avoir ses premiers clients, de pouvoir boucler, j'ai envie de dire, les charges que l'on a, les loyers, les charges de personnel, alors qu'on sait qu'on ne pourra pas se payer pendant 10 mois. Je pense que je ne suis pas le premier entrepreneur dans ce cas, mais lorsqu'on a, comme moi, une petite fille qui avait à l'époque 3 ans, c'était quand même plus complexe puisque c'était travailler très tard, des nuits. Donc avoir un petit lit de camp pour elle, pour qu'elle puisse bosser et faire ses exercices à côté, la tréballer un peu partout. Donc moi, c'était un challenge difficile, il fallait concilier les deux, mais je l'ai fait. Non pas parce que j'avais pas le choix, mais j'ai choisi de le faire parce que j'estime qu'il
être maman ne doit pas m'empêcher d'être entrepreneur. Être maman ne doit pas empêcher de croire un des rêves de créer de la valeur via une entreprise. Donc j'y ai cru très fort. J'ai eu des clients et des partenaires qui ont cru en moi, qui m'ont poussé, qui m'ont fait me dépasser. On a travaillé sur des projets innovants qui n'existaient pas, sur des solutions aussi pareilles qui nous ont permis en fait même d'avoir des fois des récompenses avec des ministères ou des organisations. Donc quelque part, le côté challenge et exigeant, ça permet en fait de conforter qui on est et de se révéler. Parce que quand on est exigeant, c'est toujours un peu plus compliqué sur le long terme. Mais en bout de chaîne, on apprend beaucoup, on devient très fort, on devient très bon. Et on a aussi des exigences après pour ce qui arrive comme projet. Alors, au niveau de la tech, pour beaucoup de réunions, pendant longtemps, j'ai été la seule femme. Et j'ai eu la chance, pendant quelques années, jusqu'au mois de juillet 2021, d'être la présidente de Guadeloupe Tech, le cluster qui représente plus de 200 entreprises. Et donc, être une femme, donc c'est pas donné, ce qui veut dire que dans beaucoup de rendez-vous, j'étais la seule femme, parce que dans les organisations de taille équivalente, ce sont des hommes qui sont en face. C'est quelque chose, c'est pas forcément évident, parce que on est souvent challengé, on est souvent secoué, beaucoup plus que les autres, et puis on n'a pas forcément des petits à côté ou des points de conciliation où on peut améliorer entre guillemets des terrains d'entente ou voilà, mais en même temps il faut y aller, donc ça peut être plus compliqué, mais en même temps c'est des challenges qui sont accessibles si on a la volonté de le faire. Mais j'ai envie de dire que à côté d'être femme, j'étais une femme noire, enfin je suis toujours une femme noire, et donc c'est une double triptyque, puisque déjà les noirs dans la tech en France et en Europe, c'est déjà des positions pas très évidentes, pas très évoluées. Il y a quelques noirs qui arrivent à certaines positions, mais qui sont bloqués sur les plafonds de verre. Les femmes aussi, hein, en France, elles se battent pour développer ça. Donc lorsqu'on factorise ces deux problématiques, donc c'est sûr que c'est quelque chose de spécial. Et puis moi j'ai choisi de revenir en Guadeloupe en 1999, où le terrain de la tech était encore vierge pour beaucoup. Et bon, je n'étais pas décidé à ce moment-là, entre guillemets, d'être entrepreneur, mais j'ai bien vu que ce qui compte dans un projet et dans la création d'entreprise, c'est la détermination, et puis faire en sorte d'engranger des points de confiance, des petites victoires, de façon à ce qu'on puisse aller vers des projets communs, les clients et les partenaires et moi. Alors ça, c'est la grosse actualité, hein. Donc le travail en fait de la fondation Black in Technology qui est née aux États-Unis, c'est de non seulement faire en sorte que la carrière des Noirs dans la tech soit plus favorisée, plus aidée, puisqu'il y a une sous-représentation liée au poids historique, au poids lié aux conditions de vie, d'où viennent les Noirs, qu'est-ce qu'ils font comme études, comment ils sont accompagnés, est-ce qu'ils ont l'argent pour monter certaines boîtes, etc. Donc, je veux dire, en termes de statistiques aux États-Unis, il y a eu une discrimination très forte et donc par des opérations de discrimination positive, les choses sont changées et des grands groupes aident ces fondations-là. Au niveau français, on a une forme d'hypocrisie où c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'on parle de diversité, toute la diversité, c'est la France arc-en-ciel, mais une France arc-en-ciel hypocrite qui, au final, ne donne pas de réel poids, de réelle chance, de réel crédit à avoir un Bill Gates noir en France. Il y aura peut-être le valet du Bill Gates français, mais ça va être difficile d'avoir un Bill Gates français noir en France parce que il y a plein d'a priori, plein de clichés. Il y a tout le réseau de financement, tout le réseau de promotion pour accéder à certains marchés. Si vous n'êtes pas dans certains milieux, si vous n'assistez pas à certaines réunions, si vous n'êtes pas dans certains hôtels, si vous n'êtes pas dans certains clubs parisiens, vous ne pouvez pas en fait avancer et promouvoir votre entreprise. Déjà pour les provinciaux, qu'ils soient blancs, jaunes, verts, peu importe la couleur, c'est compliqué. Alors imaginez ceux qui ont une différence culturelle, ethnique et qui ont un déficit en termes de réseau. Ça, c'est, voilà. Donc, le gros travail qui est fait actuellement, c'est vraiment travailler avec certains partenaires, déjà pour faire entendre cette question-là,
Discuter aussi, hein, on a eu en fait des mini-conférences avec des jeunes ou des moins jeunes sur leur carrière, au niveau comment penser la carrière, comment penser le réseau, comment investir comment la diaspora noire de France peut investir à travers le monde entier. Savoir aussi qu'en étant dans la fondation Black in Technology, c'est accéder à énormément de ressources en termes de formation, en termes de financement, et en termes de réseau, c'est-à-dire que directement dans ce réseau, si on veut avoir un numéro 3 de Google Monde, c'est possible parce que on a des conventions, on a des relations, etc. Donc bon voilà, il y a un travail bien sûr à faire connaître Black in Technology France, mais je crois très sincèrement qu'il y a un travail surtout à faire en sorte que nos entrepreneurs, nos ingénieurs, les femmes qui sont dans les STEM, la technologie, puissent avoir leur entière place sans référence à leur couleur de peau. Alors déjà, je dirais, si cette personne a une passion, il faut exploiter cette passion à fond, à fond, à fond. Il faut se former tout le temps. Il faut être exigeant avec soi. Il faut être curieux. Et il ne faut pas rester dans la zone de confort en disant, je donne uniquement un peu de mon temps pour telle tâche, telle prestation. Il faut savoir se dépasser parce que sans passion et sans se dépasser, on ne peut pas aller très loin dans la vie. Et c'est ce niveau d'exigence, on doit l'avoir pour vraiment en récolter les fruits. Et ce n'est pas un hasard, les succès de certains Noirs qui sortent du lot, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur la planète. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'exigences et surtout c'est sortir de sa zone de confort. Voilà, donc quand on voit certains avec un succès, ou quelle que soit la taille du succès, je veux dire, ça peut être le fait d'avoir eu son bac, des fois c'est déjà très bien pour certaines personnes, c'est bien. Alors déjà, c'est faire grandir mes bébés au niveau entrepreneurial, notamment IPEOS, où je veux vraiment doper la présence de cette société à l'international. D'ailleurs, j'ai quelques déplacements prévus, maintenant qu'après le Covid, on peut se déplacer, donc voilà. Et puis ma start-up qui vise à développer en fait la partie administration, la partie IA dans les administrations et de la deep tech dans les administrations, faire en sorte que ça puisse vraiment changer la vie des Européens au quotidien. Et j'espère en tous les cas que beaucoup de clients me font confiance dans les Outre-mer. J'ai envie de dire l'audace d'une personne qui déjà je sais qui je suis. Je sais que voilà, je suis né dans une petite case en tôle et peu importe ce que je peux avoir ou ne pas avoir maintenant, mais j'ai apporté ma pierre à l'édifice sur cette terre et j'ose beaucoup de choses et j'ai envie, lorsque je rencontre d'autres personnes, que ces personnes-là soient inspirées pour apporter aussi leur pierre, pour se rendre compte qu'elles ne sont pas là que pour être consommateurs de données, consommateurs de vie des autres, mais qu'elles peuvent produire, elles peuvent créer. Même mes clients, des fois, certains, je les vois avec certains projets, je dis, mais tu sais que par rapport à ton projet, au lieu justement de faire l'aspect projet uniquement où tu vas revendre, etc., tu pourrais peut-être oser tel ou tel paramètre ou apporter tel... Donc, j'essaie, entre guillemets, d'aller au-delà quand même de l'approche simplement je consomme ou je fonctionne. Je sais que je peux performer, je peux aller au-delà et je peux partager... voilà, parce que c'est comme un tout en fait, hein, l'équilibre de la vie, et on ne le perçoit pas forcément comme ça, avec une loupe ou avec ses yeux, mais quand on comprend le sens de la vie et à travers plein d'épreuves ou à travers plein de témoignages, on comprend que chaque chose que l'on fait, chaque fourmi qu'on peut écraser ou chaque pierre a des conséquences d'une façon ou d'une autre. Une belle dame avec la notion d'âme, c'est une femme qui ose agir, qui ose s'investir, qui ose être qui elle est tous les jours. Et par rapport à cela, par le fait d'exister et d'être qui elle est, eh bien, elle change le monde.
Thank you.